Je voudrais, en ouverture de ce colloque, après vous avoir souhaité la bienvenue au nom de l'ensemble de l'INHA, vous rappeler à quel point les périodiques culturels, les revues, tiennent une place significative à l'INHA. Il y a évidemment, comme dans toute institution de recherche, et encore plus quand elle est adossée à une bibliothèque de la taille de la bibliothèque de l'INHA, les abonnements, les collections, etc. Mais je voudrais rappeler le travail qui a été mené depuis très longtemps à l'INHA sur ce sujet, et en particulier, mais elle le rappellera plus précisément juste après Zaya Rahmani, le travail mené par Anne Lafont lorsqu'elle était conseillère scientifique à l'INHA sur le répertoire de 100 revues francophones d'histoire et critique d'art de la première moitié du XXe siècle, qui est aujourd'hui disponible en ligne sur le site des ressources en ligne de l'INHA, Agora, qui n'est pas toujours extrêmement aisé d'utilisation, même si nous essayons de l'améliorer, mais qui est extrêmement utile et qui sera amélioré effectivement. C'était un répertoire qui était en parallèle au répertoire des expositions dans les musées français de la première moitié du XXe siècle, et qui, de façon plus générale, s'inscrivait dans un projet sur l'historiographie, les ouvrages collectifs et les présupposés idéologiques de l'histoire de l'art au XXe siècle. Il y a eu également d'autres manifestations à l'INHA, en particulier celle organisée par Zaya Rahmani dans le cadre du domaine qu'elle pilote depuis désormais une dizaine d'années. C'est ça, plus d'une dizaine d'années, qui s'appelait auparavant Art et mondialisation, qui s'appelle aujourd'hui Histoire de l'art mondialisé. On peut gloser à l'infini sur l'intérêt d'une dénomination plutôt que l'autre, sur la manière dont ça implique des changements épistémologiques. Je souligne que Histoire de l'art mondialisé, le mondialisé est à Histoire de l'art et pas à art, c'est un mondialisé au féminin. Dans ce cadre-là, il y avait eu un certain nombre d'invitations, de réflexions autour des revues, et je n'y étais pas, donc je ne peux pas en parler plus, mais Zaya m'en avait transmis le programme. La rencontre autour d'Édouard Glissant et notamment d'une table ronde qui portait sur les revues du Carrefour antillais. L'une des initiatives prises par ce domaine Histoire de l'art mondialisé et par Zaya Rahmani, qui aboutit aujourd'hui, enfin aboutit est le mauvais terme parce que je pense que c'est un moment plutôt d'ouverture d'un travail au long cours, qui aboutit à ce colloque et à l'exposition qui l'accompagne, ou à l'exposition et au colloque qui l'accompagne. Les deux se répondent, je pense, de façon extrêmement forte, et avec une volonté de poser un certain nombre de problèmes sur la table, de les ouvrir, de les traiter et de faire surgir des nouvelles questions dans l'un et l'autre cas. Et je trouve très intéressant que dans un institut d'histoire de l'art, on pose les questions à la fois sous la forme traditionnelle dans le domaine universitaire du colloque, mais aussi sous la forme beaucoup moins habituelle, mais non moins efficace, me semble-t-il, comme outil de réflexion de l'exposition. Donc cette manière de poser les questions, elle a donné naissance, enfin elle s'est développée dans le cadre d'un projet que je trouve, en tant que directeur de l'INHA et personnellement, particulièrement vif, particulièrement juste, très enthousiasmant, à la fois intellectuellement et pour ce que j'ai pu en voir humainement aussi, ce projet art global, enfin, alors, globalisation, art et prospective. Je vais juste dire un mot de cette chose-là parce qu'elle me semble très caractéristique des questions que l'on peut avoir autour d'un projet comme celui-ci. Quand je suis arrivé, le groupe s'appelait, ou s'appelle peut-être toujours, après tout je m'en fiche, Global Art Perspective. Il se trouve que j'ai souligné le fait que s'il y avait absolument besoin d'une langue commune, et que cette langue commune, aujourd'hui, dès lors que l'on veut se situer dans un espace mondialisé ou globalisé, là aussi chacun des termes est piégé et chacun des termes est discutable,
que cette langue commune, c'est effectivement l'anglais, qui permet une certaine circulation des idées, mais qui me semble extrêmement important de défendre l'idée que la pensée se fait dans des langues et pas dans une seule langue qui serait une espèce de plus petit dénominateur commun. Qu'il y ait une langue de communication de la pensée ou que l'on passe à un certain moment par une forme de traduction ou de remodélisation par l'intermédiaire d'une autre langue me semble effectivement une chose capitale pour la circulation des idées, mais en revanche, il me semble qu'il est important d'affirmer, et quand on est à l'Institut national d'histoire de l'art en France, au passage, Institut national d'histoire de l'art, je crois que nous sommes le seul, pour autant que je sache, dans le réseau des instituts d'histoire de l'art qui peuvent exister internationalement, à ne pas préciser de quel pays il s'agit. Ce qui en dit assez long, quand même, sur les présupposés universalistes du nationalisme français, et que, effectivement, on a ce type de problème quand on se place à l'étranger. Mais qu'il me semble qu'à l'intérieur de l'Institut national d'histoire de l'art, il était important à la fois d'affirmer la valeur d'une pensée en français de l'histoire de l'art ou de l'histoire culturelle au sens large du terme, ou, je ne sais pas, là encore on peut utiliser différents vocables, pas pour dire qu'il s'agirait de défendre le français en tant que tel par rapport à d'autres langues ou plus que d'autres langues, mais simplement parce que il y a cette possibilité du français, à cause notamment de l'organisation de la francophonie, de s'affirmer comme vecteur de diversité, et que ça me semblait important de le souligner dans le titre même du projet. Après, oui, de façon... C'est tout le débat sur mondialisation et globalisation qui ne peut être entendu que par la langue française, par exemple. De façon générale, après, ce genre de problèmes peuvent se régler ou ne pas se régler, puisque ce qui me semble absolument essentiel dans le colloque auquel vous êtes invité, auquel vous allez participer, pour un certain nombre d'entre vous, et je veux vraiment en remercier Zahia Rahmani, c'est le fait qu'effectivement, il ne s'agit pas d'un colloque qui donnerait à entendre des résultats de recherche clos une fois pour toutes et qui prétendrait simplement mettre sur la table des ensembles historiographiques préconstitués, définis, laissés de côté, traités, et on passe à autre chose, mais que c'est un colloque qui repose véritablement sur une approche problématique de l'histoire de l'art, et sur l'idée que le travail de l'historien de l'art ou le travail du philosophe, de l'historien de la littérature, de l'historien de la culture, ou tout autre... alors d'abord, première chose, et ça me semble important, que si ça se situe dans un cadre institutionnel qui est celui de l'histoire de l'art, c'est une histoire de l'art ouverte à l'ensemble des disciplines du champ des sciences humaines et sociales, on va dire, pour simplifier, ce qui est déjà une première affirmation importante. Deuxièmement, que cette manière de travailler, elle est d'inventer, enfin elle consiste à inventer des objets et à aucun moment à ne pas affirmer que ces objets sont en eux-mêmes des objets problématiques. J'en veux pour preuve, il y a eu dans ce même auditorium, il y a 2 jours, une intervention de Gayatri Spivak qui a attaqué assez fortement l'utilisation de l'expression non-européen à propos de ce programme. Ce qui me semble intéressant n'est pas le fait qu'il y ait eu cette remise en cause de l'idée de non-européen. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'à aucun moment, et dans les discussions que nous avons pu avoir avec Zahia sur le programme ou avec d'autres participants à ces programmes, à aucun moment cette expression n'a pas posé problème. Je fais exprès de prendre une double négation parce qu'elle me semble effectivement importante. À aucun moment, aucun des termes qui se trouvent
dans l'intitulé même du colloque ne pose pas problème. Le colloque et l'équipe dont je me réjouis qu'elle ait une existence humaine forte avec des liens d'amitié qui se sont tissés, des échanges intellectuels forts entre, en particulier, des jeunes chercheurs qui se rassemblent à Paris, mais qui sont témoins d'une très grande diversité, que tout cela se fait autour de termes dont chacun est instable, plastique et problématique. Qu'est-ce que c'est qu'une revue culturelle ? Qu'est-ce que c'est qu'une revue artistique? Qu'est-ce que c'est qu'une revue critique? À aucun moment, cela n'est décidé par avance. C'est dans la négociation intellectuelle que le concept est effectivement avancé. Qu'est-ce que c'est que le monde? Il en va exactement la même chose, c'est-à-dire le monde non européen, il n'empêche qu'il inclut à de très nombreuses reprises des ensembles culturels ou des aires culturelles qui sont situés en Europe, mais avec des apports extérieurs. Et même, pour moi qui suis plus spécialiste du domaine états-unien, le fait qu'une intervention dans le colloque porte sur la revue New Masses montre à quel point on peut interroger aussi des revues qui ont une identité très fortement occidentale, si non européenne. Et peut-être que si j'ai un regret, c'est le fait que ça ne soit pas forcément fait pour d'autres revues plus identifiées dans l'ère culturelle française, qui en fait portent le même type de problématiques. Je reprends chacun des termes. Révolution, il n'est pas prescrit par avance de quel type de révolution il s'agit. Subversion, il en est de même, et émancipation également. Et même le bornage chronologique est un bornage chronologique complexe, dont vous voyez bien qu'il ne reprend pas les bornages chronologiques traditionnels, la périodisation traditionnelle qui est celle soit de l'histoire, soit de l'histoire de l'art. Alors il se trouve que ça correspond à peu près à un bornage chronologique qui est aujourd'hui, enfin même littéralement un bornage chronologique qui est aujourd'hui celui d'un des domaines de recherche de l'INHA, et que donc on interroge bien aussi cette même périodisation, mais que effectivement chacun de ces éléments me paraît signifier ce qu'il doit en être d'un véritable projet de recherche aujourd'hui, et que je suis particulièrement heureux que celui-là, dans ces deux formes, dans toutes celles à venir, ait lieu à l'Institut national d'histoire de l'art. Et je vous remercie, chacun de ceux qui vont intervenir, d'avoir accepté de le faire et de venir enrichir nos réflexions collectives. Et je passe la parole tout de suite à Zaya, qui va dire des choses beaucoup plus précises que moi. Je te remercie, Eric, pour cette intervention. Et peut-être aussi rappeler l'appui que nous avons eu, parce que j'aimerais juste dire deux mots sur l'exposition qui sera ouverte tout à l'heure à partir de 15h30 jusqu'à 19h30. C'est que d'une certaine manière, elle est accompagnée d'un statement et qui est aussi à valeur pour l'institution. Voilà. Donc vous lirez ce texte, mais il rend compte aussi de la manière dont on peut penser, réfléchir les objets. Alors, je voudrais juste rappeler deux choses, et après je ferai quand même une petite introduction, mais dire que ce colloque international est le résultat d'un long processus de recherche conduit à l'INHA dans le cadre du programme Globalisation, Art et Prospective et de son projet Art global et périodique culturel. Il a été précédé de 4 journées d'études dédiées à la mise en valeur de travaux de recherche consacrés à la dynamique des revues à un moment signifiant l'histoire moderne et globale. Ces journées ont donné lieu à une recherche collaborative sur des espaces géographiques et culturels, donnant lieu à d'autres modalités d'approche de l'histoire et de ses objets. Donc je rappelle que la première journée d'études consacrée à la période de l'après-guerre, de l'après-Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'aux espaces ou territoires postcoloniaux, s'est déroulée le 14 novembre 2016. La deuxième journée, les revues dans le monde entre deux guerres, a traité le 1er mars 2017 de l'avènement d'une internationale critique au sein d'espaces non européens caractérisés par une mise en tension entre désir d'émancipation, résistance à l'impérialisme et spécificité culturelle. Puis la troisième journée, celle du 26 avril, a saisi la revue Au tournant du XXe siècle comme espace ou miroir de la modernité,
travailler par des luttes communes, des investissements critiques et des contradictions internes. Puis la quatrième a traité de l'émergence dès la fin du XVIIIe siècle et dans le courant des premières révolutions des presses d'opinion et des revues. Et elle questionnait les indépendances alors que le mouvement colonial s'intensifiait et qu'on était pris dans ce qu'on pourrait appeler les mouvements à la fois de révolution et du chaos colonial. D'ailleurs, je remercie l'entrée dans cette salle de Rachel Danon qui ouvrira tout à l'heure la session qui est consacrée au XVIIIe siècle. Alors, cette exposition, ce colloque, il l'a été dit, est accompagné d'une installation vidéo sonore d'une durée d'à peu près d'une soixantaine de minutes. Mais je voudrais quand même faire sauter un peu tout ça et vous dire 2 mots sur l'introduction que je devais faire et que je vais essayer de réduire. Mais pour aller dans le sens de ce que disait Eric. Nous avons appris des pratiques abstraites de l'art, mais aussi des pratiques littéraires, que l'exercice d'une pratique sous contrainte, comme l'ont fait nombre d'artistes, peintres, écrivains, musiciens, cinéastes, sculpteurs, danseurs, faisait nécessairement advenir un objet singulier, une forme, un récit, un son, un film, une chorégraphie, dont la singularité provenait justement de la contrainte. En initiant à l'INHA un recensement et un programme dédié aux revues non européennes, et ce mot a été pensé et discuté, bien évidemment, parce que vous le savez, nous sommes dans un moment de plasticité incroyable. C'est pas que les théoriques qui voyagent, c'est qu'aussi tous les énoncés ont tendance d'une certaine manière à nous échapper des mains. Le non occidental n'opère pas comme le non européen. Non européen ou produit en situation diasporique. Nous nous inscrivions justement dans cette tradition de la recherche qui prenait le risque d'inaugurer un autre énoncé possible sur l'exercice de la revue. En évacuant l'Europe de notre recensement, nous n'avions pas la volonté de soustraire ce continent à notre étude, mais nous pensions qu'il était utile de pratiquer, comme les études sur la mondialisation nous l'ont enseigné, le contre-champ. Nous ne partions pas du postulat que le contre-champ était une voie autre. Nous n'étions pas à la recherche d'une opposition binaire. Nous voulions faire entendre ces espaces autres qui nous semblaient absents dans nombre d'études sur la vie intellectuelle, portées par les collectifs et celles consacrées aux revues d'art et de création artistique, et qui bien souvent, de manière involontaire, alors je dis bien la vie intellectuelle qui s'est exercée en dehors de l'Europe, et donc portée par les collectifs et les revues et les revues consacrées aux arts et à la création artistique, et qui bien souvent, de manière involontaire, omettaient d'intégrer à leur corpus cette possibilité. Anne Lafont reviendra là-dessus tout à l'heure. Nous appartenons à une génération qui a exigé et qui exige que nous soient rendues compréhensibles les raisons pour lesquelles, dans l'Empire, comme l'a souvent noté Edward Said, une seule langue s'est exercée. La langue de l'Empire. Et c'est non sans difficulté que s'est exercée, et s'exerce encore aujourd'hui, cette exigence de compréhension. Mais à cela, 2 écueils subsistent. Le premier, c'est que la langue de l'Empire, pour qu'elle soit une et univoque, a donné lieu à des modalités d'investigation du monde biaisées et nécessairement puissantes, car ces modalités participaient, et ça on l'a vu dans différents programmes, moi je l'ai appris en travaillant énormément sur la cartographie, car ces modalités participaient de la captation territoriale induite par les conquêtes coloniales, et les effets de cette puissance sont loin d'être éteints encore aujourd'hui. Derrida a certainement été au XXe siècle le philosophe, le penseur, qui a le mieux saisi la nécessité, l'urgence qu'il y avait à déconstruire ce qu'il entendait être un modèle hiérarchisé du monde écrit sous la contrainte. Il nous suffit de regarder l'origine de certaines de nos collections dans nos musées, ou bien encore celle de nos bibliothèques et leur nomenclature anthropologique. Le second écueil, et il n'est pas des plus anodins, porte sur la destruction. Et pour être plus conciliant, sur l'effacement de la trace. L'histoire de la vie intellectuelle n'est-elle pas justement une histoire rendue possible en raison de l'existence de la trace de cette vie, de son archive parfois? J'ai toujours été étonnée de l'absence de travaux critiques consacrés à l'intérêt que le monde européen, et la France en particulier, avaient porté sur l'archéologie en Afrique du Nord. Alors c'est mon gimmick, mais j'aime bien revenir là-dessus. Ça m'a toujours frappé, d'une certaine manière, qu'on n'ait jamais essayé de réfléchir à la raison pour laquelle il y avait eu un tel intérêt, des travaux critiques, pour l'archéologie en Afrique du Nord au XIXe. Pour quelle raison aucun chercheur ne s'est intéressé à cette question du désintérêt au XIXe siècle des archéologues et des historiens pour l'histoire de l'Afrique du Nord telle qu'elle s'est exercée après le VIe siècle et l'avènement de la culture musulmane dans cette région, jusqu'à sa destruction physique
et aussi symbolique, par la colonisation et sa pratique du récit d'empire. Étonnamment, toute la communauté scientifique présente dans le territoire n'a cherché qu'une chose, relever l'antique, et bien évidemment ce qu'on a appelé aussi l'Antiquité chrétienne, et faire disparaître le reste. Il en va bien souvent même avec nos pratiques d'études sur les objets européens, quand elles ne questionnent pas d'emblée les raisons de leur ethnocentrisme. Et souvent, je me suis rendu compte, beaucoup de travaux, par nature, par, je dirais, pratique, par habitude, s'engagent à travailler sur des espaces européens. Mais ils ne s'interrogent jamais sur la raison pour laquelle cet ethnocentrisme s'exerce encore aujourd'hui. Cet aveuglement est, à mes yeux, une constante dans de nombreux domaines. Qu'est-ce que nous a enseigné le programme que nous avons inauguré en 2015 sur les revues? 2 méthodes se sont imposées à nous d'emblée. Collecter ces objets et les distinguer selon des critères géographiques et culturels, communauté de langue et émergence régionale, ou lire l'avènement de la revue dans un contexte historique plus global, en résonance avec une époque, et de fait donnant à lire une histoire connectée qui se serait constituée et perpétuée et d'une certaine manière exercée en périphérie de l'histoire européenne, et voire même une histoire qui se serait écrite en opposition et dans la différence et dans l'indifférence assumée même à ce que nous pourrions nommer le tragique européen. L'Europe est excessivement présente, en fait, dans toutes ces revues qu'on a nommées non européennes. Voilà. Ce tragique européen, il est à lire d'emblée dans la contradiction française qui énonce à la fois que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et qui, à peine abolit l'esclavage, le rétablit une décennie plus tard. Ce tragique, on pourrait dire, quoi de plus indigne qu'une révolution, comme la révolution américaine, qui, s'appuyant sur l'émergence des valeurs universelles portées par nombre de figures américaines et européennes au XVIIIe siècle, maintient plus fermement encore ces pratiques esclavagistes. Que sera en ce cas pour nous une pratique du contre-champ? Il suffit en ce cas de pointer la communauté qui a interagi avec ces événements. Mais la réaction ne signifie pas que vous avez les moyens de produire l'objet public. La trace de cette interaction. Dans nos journées d'études, il nous a été rappelé combien, dans les espaces coloniaux, la loi sur la presse, la loi sur l'édition, les contraintes de publication s'imposaient aux communautés locales. Voilà. Alors, pour aller vite, je dirais juste que de cette période, le XVIIIe siècle, peu d'éléments matériels nous sont parvenus. Et Rachel reviendra là-dessus tout à l'heure. Je disais aussi, vous le verrez dans le texte que nous avons installé dans la salle d'exposition, que c'est, nous semble-t-il, sur l'île d'Haïti qu'on a trouvé la trace la plus complète de cet exercice éminemment moderne qu'est la revue critique. Et je rappelle que durant plus de 2 siècles, je vais aller vite, la revue papier a été l'espace d'expérience protéiforme. Née dans l'urgence et souvent en contexte colonial, portée par une ambition tant critique et politique qu'esthétique, les revues ont perpétué une inventivité graphique et scripturale dont il faut souligner la rareté parce qu'elles font constamment éruption dans les luttes menées par les femmes et les hommes pour leur émancipation. Alors, je sais qu'un grand nombre de personnes vont revenir sur cet objet, donc je vais tout de suite réduire mon intervention pour pas qu'on prenne trop de temps. Je dirais juste que si on a écrit que la revue a de tout temps été animée par des causes nobles et l'obstination d'auteurs engagés, elle témoigne et a témoigné d'une puissance plastique rare, dont on tentera aujourd'hui et demain de restituer l'apport et mettre en perspective la fonction formelle, critique, esthétique et politique à l'ère du tout numérique à l'échelle mondiale. Mais avant tout, j'aimerais dire un mot. Toute cette programmation n'aurait pu se faire sans l'implication de chercheurs et acteurs de la scène artistique, historiens d'art et critiques, membres du collectif Global Art et Prospective, Globalisation Art et Prospective. Et donc, Globalisation de l'art et périodique culturelle est un projet de ce programme. Et ce programme regroupe un collectif de chercheurs plurilingues qui sont eux-mêmes acteurs de la scène artistique, et je vais nommer ici, ils sont présents dans la programmation de ces journées, soit ici, dans la salle, soit comme modérateurs. Et cela en raison de la valeur de leurs travaux. Je veux nommer Lotte Arndt, qui est présente dans la salle, Marie-Laure Alain Bonilla, Estelle Bory, Mika Gegeshku
Émilie Goudal, Morad Montazami, Devika Singh et Annabella Tournon. Je vous remercie d'avoir soutenu ce projet tout au long de sa réalisation. Et surtout, je voudrais remercier Florence Duchemin-Pelletier, qui elle-même fait partie de ce collectif et qui est pensionnaire postdoc à l'Institut national d'histoire de l'art, coordinatrice du programme Globalisation de l'art et périodique culturelle, dont je veux souligner combien sans son investissement, à la fois dans la recherche et dans la mise en place des journées et de ce colloque, et surtout aussi auprès des intervenants, nous n'aurions pu mener à bien tout ce programme. Je veux aussi remercier Aline Piguin, ancienne chargée d'études à l'Institut national d'histoire de l'art, dont l'investissement dans la recherche, quant au recensement des revues, nous a permis de découvrir un grand nombre de supports inédits et peu connus, et pourtant essentiels à notre projet. Je veux aussi remercier Alice Chaguet, qui a préparé notre site, parce qu'une base de données, en plus de l'exposition et de ce colloque, est en cours de constitution, de même que la publication qui suivra ce colloque, et qui a préparé notre site, et base de données en accès libre. Je rappelle que toutes nos bases de données à l'INHA sont en accès libre, et ainsi que les nouveaux arrivants et collaborateurs Stéphane Gessler et Esteban Sanchez. Mais je voudrais aussi remercier ceux qui ont participé de la traduction des manifestes, en plus des personnes que j'ai nommées, Saosan Alashkar, qui est pensionnaire à l'INHA et qui nous a permis de traduire un certain nombre de textes à partir de la langue arabe, Jacqueline Estran pour la langue chinoise, Ghazal Golshiri pour la langue iranienne et aussi Hugo Sérafine Ratao pour la langue espagnole. Remerciements spécifiques aussi, et là je tiens à le dire, à Pierre-Yves Belfils et à Sarah Friou-Salgas qui est présente ici, du musée du Quai Branly, Nicolas Bessy, Héloïse Kirakou, Jean-Louis Bouly, François Guillemot et Zhang Yu, qui ont été les personnes qui nous ont accompagnés dans la recherche et facilité à l'intérieur des institutions que je nommerai tout à l'heure le travail de recherche. Mais je manquerais à tous mes devoirs si je m'étais de vous remercier, vous, les participants à ces journées. Que je ne vais pas nommer ici, ils sont bien trop nombreux. Surtout remercier, bien sûr, tout le monde et encore plus, tous ceux qui sont venus d'assez loin, hein, des Antilles, de la Réunion, de Côte d'Ivoire, de Hong Kong et de Norvège. Voilà. Je voulais aussi dire que ce travail a pu être fait parce qu'il a été mené en partenariat avec la Bibliothèque nationale d'histoire de France, la médiathèque du musée du Quai Branly Jacques Chirac, la Cité de l'architecture et du patrimoine, la Bibliothèque Kandinsky et la Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Nous devons aussi à rappeler que sans le soutien du LabExCap, nous n'aurions pu mener ce travail. Je voudrais aussi faire un salut spécifique aux traducteurs qui vont nous accompagner durant tous ces 2 jours, ainsi que Maxime Grel, qui est en charge de la technique et les productions. Je voudrais aussi vous remercier, vous, le public, d'être présent et vous souhaite de ce fait-là un très bon colloque, et remercier toutes les équipes qui nous ont accompagnés pour la réalisation de ces 2 journées. Je vous souhaite un très bon colloque, et j'appelle maintenant Devika Singh, qui va appeler à ses côtés Tiffaine Samoyo et Anne Lafont pour l'ouverture de la première session.